pour cette présentation-ci, en fait, c'est que ça m'est venu à l'idée deux raisons. À un moment donné, je parlais aux gens de mon année comme quoi, bon, on est arrêté à Roncevaux, puis là, je disais, ben oui, mais oui, c'est mythique, Roncevaux, quand même. Là, les gens, des fois, il y en a qui me regardaient. Ouais. Ben oui, ils disent, regarde, à quelque part, Charlemagne, la chanson de Roland, hein, ouais. Et là, j'étais là, je dis, ben non, qu'est-ce que. Non, vous dites, ben, non, vous ne connaissez pas ça. Ben, Durandal, je ne sais pas, là, tu sais. Non. Là, ben, je dis, on a dit. Bon, OK, c'est bizarre. Je ne sais pas si je suis seul à avoir lu la chanson de Roland dans ma vie. Je ne sais pas. Fait que là, donc là, ça continue de même. Puis, à un moment donné, j'ai lu un livre, un roman, en fait. Puis, dans ce roman-là, il y a un moment donné, il y a un troubadour, puis en fait, c'est un jongleur, mais j'expliquerai c'est quoi la différence entre un jongleur et un troubadour tout à l'heure, qui raconte la bataille de Roncevaux. Et dans des termes, le texte m'a transporté. J'avoue que j'ai beaucoup aimé ce texte-là. Puis là, j'ai dit, il faut que je fasse une présentation là-dessus. Ça n'a pas de sens de ne pas connaître ou de savoir pourquoi arrêter à Roncevaux. Alors, c'est le pourquoi de cette présentation-là. Puis, ben, sans plus tarder, ben, je vais partager mon écran. Je vais aller mettre la présentation. Et donc, là, vous avez donc la présentation. Normalement, vous devriez la voir. Est-ce que là, ça devrait aller? Donc, oui, ça va. Ouais, OK, merci, Denis. Alors, pourquoi faire étape à Roncevaux? Donc, vous allez voir, là, j'ai mis des photos là, tout le long de choses. C'est des photos qui sont. La quasi-totalité ont été prises sur Internet, tout de suite en passant. Bon, allez. Donc, pourquoi faire étape à Roncevaux? Bien, il a contenu la présentation. Excuse, Pierre. Oui. Est-ce que tu sais si tu es en plein écran? Parce que ton image semble okay. un peu petite. Est-ce que je suis en plein écran, là? Je ne sais pas. Normalement, ça devrait être bon. OK, c'est bon. OK. C'est bon? OK. Oui. Alors, bon, donc, alors, le contenu sera le suivant. Donc, une introduction. On va parler de d'où vient le nom de Roncevaux. On va parler du chemin de Compostelle. On va parler du monastère de Roncevaux. On va parler de la bataille de Roncevaux, puis qui va nous amener naturellement vers la chanson de Roland. Puis sur le texte que j'avais lu, puis j'ai intitulé la section Un troubadour raconte. Puis après ça, on va parler un peu de Roland, le fameux Roland. Et puis on va finir par pourquoi d'abord faire étape à Roncevaux. Alors, Roncevaux, oh boy, une minute. Bon, OK. Roncevaux, donc, c'est quoi? C'est, en espagnol, c'est Roncesvalles. En basque, c'est Oriaga. Puis c'est une commune de la Navarre, donc dans le nord-est de l'Espagne. C'est situé dans les Pyrénées. Puis ça compte quelques maisons qui sont groupées autour d'un monastère qui remonte au 12e siècle. Alors, ce monastère-là comprend une hôtellerie pour les pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, juste pour vous dire, là, il y a l'auberge des pèlerins de Roncevaux, donc dans l'abbaye en question. C'est une auberge qui a 183 places. Il y a cuisine à disposition pour ceux qui veulent faire leur repas. Il y a 2 restaurants qui sont à proximité. Puis, c'est ouvert de mi-mars à la fin novembre. Donc, vous voyez ici, vous voyez, entre autres, bon, ça, c'est l'accueil. En arrivant là, bon, là j'ai pris la photo sur le site de l'auberge des pèlerins, là. Ici, il y a 2 personnes qui sont en train de s'inscrire. C'est pas vrai partout. Quand tu arrives là, tu as 50 personnes qui attendent. Là, puis c'est à peu près ça. Mais quand même, c'est de donner une idée. Les chambres, ça, c'est des chambres qui sont dans les combles d'en haut, avec des lits comme ça, qui sont tous des petits box. Puis les salles de bain, c'est vraiment très, très bien fait. Ce site-là a été construit. Moi, quand je suis passé là en 2009, c'était en construction. Donc, ça a été terminé quelques années après. Ça, c'est le nouveau gîte. Moi, quand je suis passé, il y avait un autre gîte qui était à côté, puis celui-là, il n'est pas fermé, mais il l'utilise juste quand ça déborde dans le nouveau gîte. Alors, si on se place sur la carte de l'Espagne, vous avez l'Espagne, le Portugal et la France en haut à droite, ce qui est le point rouge que vous voyez là, c'est où est le Roncevaux. Alors, si, donc, ça vous donne qu'on est là dans le nord, ici. Alors, Roncevaux, là, ça tour est un passage pour accéder à la péninsule ibérique, à savoir l'Espagne. Okay? Donc, parce que si on regarde ici,
Dans le haut à droite, on est en France. Là, il y a une ligne, vous voyez une petite ligne grise. Là, ça, c'est la frontière franco-espagnole. Puis, après ça, on vient juste de basculer en Espagne quand on arrive à Roncevaux. Roncevaux, du col de Roncevaux, en fait, ou de Roncevaux, ils ont pénétré, ben, il y a les Celtes qui sont arrivés là, les Vandales en 409, les Visigoths de 420 à 711, après Jésus-Christ, bien entendu. Et puis Charlemagne, il est aussi passé avec la plus puissante armée du 8e siècle en route vers Saragosse. Et on va revenir un peu à l'histoire de Charlemagne là-dessus. Puis là, vous allez voir ici, Charlemagne va s'écrire de différentes façons. Là, c'est juste pour vous dire que Charlemagne, là, ça vient d'un nom, en fait, ça vient de Carus Magnus, OK? Donc, Carole le Grand ou Carole l'Important. Et le prénom Carole et Charles, c'est le même nom. Okay? Donc, quelqu'un qui s'appelle Carole ou une femme, même Carole ou Charles, c'est exactement le même nom. Donc, Charlemagne, ça ne veut rien dire d'autre que Charles le Magnifique ou Carole le Magnifique ou Carole l'Important ou Charles l'Important. Okay? Juste pour vous donner une idée que, en fait, il ne s'est jamais appelé Charlemagne en tant que tel. Bon, allez. Donc, d'où vient le nom Roncevaux? Bien, traditionnellement, Roncesvalles était traduit en fait par vallée d'Aubépine ou vallée des Ronces. Okay? On dit, il disait Aubépine sur le site, j'ai regardé, mais en fait, c'est des Ronces. Donc, c'est la vallée des Ronces. Donc, le nom basque, lui, se base sur cette interprétation-là. Oriaga, c'est lieu des Génévriers. Donc, il y a d'autres origines possibles. Le toponyme Hérault-Zabal ou la plaine d'Hérault, la vallée à laquelle Roncevaux ou Roncesvalles a été associé pendant plusieurs siècles. Alors, ce qui se passe, c'est que les successifs mouvements de pèlerins, ils ont fini par franciser le nom. Donc, il y en a qui disent, ben, c'est à partir de Rosabal, ça finit par continuer après Rosabal, Roncesvalles, pour enfin finir par Roncevaux. OK? Donc, en fait, ça veut dire la vallée des Ronces, en fait, dans cette chose-là. Alors, ben, puis sans doute, en fait, l'influence française est aussi la conséquence du tragique souvenir de l'échec de l'armée de Charlemagne en 788, la fameuse bataille de Roncevaux, dont je vais vous parler un peu plus tard. Alors, ça vient de là. Donc, la vallée d'Aubépine ou la vallée des Ronces, où on voit donc d'où ça vient. Alors, Roncevaux, en fait, ça se trouve être sur le chemin de Compostelle. En fait, Roncevaux, là, c'est une étape fondamentale pour les pèlerins du chemin de Saint-Jacques. Le chemin Navarre, qui est le Camino Navarro, qui est le prélude du Camino Frances, passe par Roncevaux. Fait qu'on arrive, on fait le chemin Navarre, après ça, on tombe sur le Camino Frances. Mais on ne le sait pas trop parce qu'on pense que c'est tout juste le Camino Frances, mais en fait, c'est deux chemins, puis il y en a un qui continue. Le Camino Frances part à mon avis. Puis c'est le chemin qui a parcouru, en fait, Améry Picot au 12e siècle. Puis Améry Picot, là, c'est un personnage très, très important parce que c'est un moine poitevin donc de Parthenay-le-Vieux, qui est traditionnellement considéré comme l'auteur du Guide du pèlerin, qu'on appelle le Codex Calixtinus, qui est le premier ouvrage consacré au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, Améry Picot, il a passé par là. Okay? Puis, dans son guide du pèlerin, le premier guide du pèlerinage, il y en a qui disent même que c'est le premier guide de voyage qui a été fait, qui a été donc au 12e siècle. Donc, ça serait qui est le Codex Calixtinus. Il est passé par là. Bon, donc, alors si on regarde ici un tracé du chemin de Compostelle, on voit que dans le haut, complètement, on a Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est à 180 mètres de haut par rapport à la mer. Puis là, on a ce qu'on appelle la route de Napoléon. Là, ça monte, on arrive à Horizon, on continue, d'un coup, pouf, on bascule en Espagne, un col qui se retrouve à 1340 mètres. Puis après ça, bon, on continue, là, il y a un autre col à 1430 mètres. Puis d'un coup, là, pouf, on se met à descendre, puis on arrive finalement à Roncevaux. Alors, quand on regarde cette étape-là, ben, regardez, les statistiques sont à droite, là. Donc, vous voyez, ça dure à peu près 7 heures. On a 27 km à faire. On va se taper 1300 mètres pour culminer à 1430 mètres. Puis, ben, c'est ça. Donc, puis là, il nous dit qu'est-ce qu'on va trouver sur ce chemin-là. Alors, donc, Roncevaux, ben, ça se trouve être juste après avoir descendu l'école, en fait, quand on a franchi
les Pyrénées. Alors, bon, j'ai mis quelques petites photos comme ça. On voit ici le gîte d'Orisson et les pèlerins qui s'en vont, qui marchent, qui montent vers les cols en question. Vous voyez toujours avec ici des bornes, ça monte. Avec ici, à droite, vous avez les balises du chemin en traversant les Pyrénées. Puis je souligne que moi, là, j'ai à peu près rien vu de ça. Okay? Parce que les 2 fois que j'ai traversé les Pyrénées, j'étais sous une pluie battante avec de la brume, tout ce que vous pouvez imaginer. Là. Un peu le truc un peu apocalyptique. Honnêtement, j'ai rien vu de ça, mais il paraît que c'est très beau. Je regarde les photos. Puis je me dis peut-être que la 3e fois que je vais me taper le Camino française, ben, je vais peut-être réussir à avoir des Pyrénées qui ont de l'allure, mais pour l'instant, ce n'est pas arrivé. Alors, passons maintenant au monastère de Ronzeau. Alors, quand on arrive, on a fait cette étape-là, on arrive en bas au monastère de Ronzeau. Puis c'est aussi appelé la collégiale royale de Ronzeau. Puis c'est un monastère donc, qui a été fondé au 12e siècle par Alphonse Ier, le batailleur, en tant qu'institution hospitalière. Hospitalière, ici, il faut regarder ça. Hein. C'est pas dans le sens de hôpital, mais c'est dans le sens de hospitalité. Donc, c'est comme les hospitaliers sur le chemin, c'est des gens qui s'occupent de l'hospitalité des pèlerins et non pas pour guérir dans le sens moderne. Bon, puis là, donc, puis je dis que par la suite, il a été agrandi, remodelé. Puis ça représente un bel exemple d'architecture gothique. Puis ça se trouve dans un vallon qui est situé à proximité du site de la bataille de Ronzeau. Fait que la bataille de Ronzeau n'a pas eu lieu au monastère à côté, mais c'est juste à côté. Au monastère même, mais c'est juste à côté. Donc, puis ça constitue un site important de l'histoire des Basques. Puis on va le voir pourquoi. Et donc, puis pour terminer, ben, le ministère espagnol de la Culture l'a classé monument historique en 93. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le monastère de Ronzeau, ben, il est situé après le difficile passage du col d'Abignetta. Donc, de Roncevelle, le col d'Abignetta, c'est celui qui est à 1430 mètres. Donc, puis en quelques années après sa fondation au 12e siècle, la grande charité des chanoines de Saint-Augustin chargés de l'accueil leur valut de nombreux dons venus des 4 coins de Navarre, d'Espagne, de plusieurs pays d'Europe. Et juste pour vous dire, regardez, les pèlerins dont le flot pouvait osciller entre 30 000 et 50 000 à l'heure des jubilés, il était jusqu'au 17e siècle reçus et entretenus et nourris pendant 3 jours durant. Donc, en fait, ce qui arrivait, là, c'est que des gens qui étaient partis de loin, là, tu pouvais rester au monastère pendant 3 jours. C'est quand même pas pire, parce qu'aujourd'hui, on sait que dans la plupart des gîtes, c'est une seule journée. Puis regardez, là, on parle de 50 000 pèlerins à l'heure des jubilés. Puis là, c'est quoi les jubilés? Bien, on en a eu un l'année passée qui a été transporté cette année. Quand la fête de Saint-Jacques, c'est le 25 juillet. Et quand la fête de Saint-Jacques tombe un dimanche, ce qui était le cas en 2021, on appelle l'année soit jubilé ou année sainte ou année jacquaire. Donc, dans ce temps-là, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui se rend, bien entendu, à Santiago ou à Saint-Jacques-de-Compostelle. Puis là, ce qui arrive, c'est que à l'heure, c'est ça. Donc, quand on voit qu'il y a des. Bon, on voit que normalement, c'était comme 30 000 par année. Là, pouf, une année de jubilé ou une année jacquaire, tu as 50 000 personnes qui se retrouvent là. Alors, c'était quand même pas mal de monde. Alors, le monastère il a été endommagé par une avalanche au 16e siècle, puis par l'armée napoléonienne au 19e siècle, lors de sa retraite après la guerre d'Espagne. Puis c'est en 82 que le monastère a été rénové et rouvert pour accueillir les pèlerins. Donc, on voit ici les chambres un peu, là, c'est ça. Donc, je vous ai montré les chambres dans les combles. Là, j'ai des chambres un peu plus bas. Là, c'est moi que j'ai couché plus dans ces espaces-là quand je suis arrivé là en 2017. Alors, la bataille de Ronzeau. Alors, parce qu'il y a eu une bataille qui s'est déroulée là. Et en fait, je ne suis même pas sûr si Ronzeau, le monastère, existerait si cette bataille-là n'avait pas lieu là. Donc, alors, la bataille de Ronzeau, en fait, c'est une embuscade tendue par une troupe de soldats vascons. OK, vascons, ici, là, on parle des Basques, OK, en passant. Donc, le mot vascon ou basque
ou même gascon, c'est toute la même affaire. Okay? J'ai gardé le terme basco parce que je trouvais ça intéressant de voir les différents orthographes qu'on peut trouver pour les Basques, en fait. Donc, il y avait puis la bataille a eu lieu le 15 août en 778 au col de Roncevaux dans les Pyrénées, au cours de laquelle l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne de retour de Saragosse a été détruite. Alors donc, c'est l'arrière-garde qui a subi le problème qui a été en fait carrément détruite dans cette bataille-là. Alors, plusieurs personnalités du royaume franc ont été tuées dans ce combat-là, dont le chevalier Roland qui commandait l'arrière-garde. En fait, donc, Roland était à l'arrière, puis c'est lui qui s'est fait attaquer. Alors, cette bataille-là a été relatée notamment par le moine Ingenieur ou Ingenieur dans la Vita Caroli Magni. OK, pourquoi pas? OK, bon, là, il faut que j'explique un peu. Pourquoi pas Carolus Magnus? C'est parce que ça, c'est ce qu'on appelle le génitif. C'est une déclinaison latine. Et donc, ça veut dire la vie de Charlemagne. Donc, littéralement, c'est la vie de Carole le Grand. Mais bon, ça veut dire en fait la vie de Charlemagne. Donc, la Villa Caroli Magni. Alors, puis en fait, cette bataille-là est surtout célèbre par le récit épique et non pas historique, effectivement, parce que vous allez voir, là, c'est pas tout à fait le cas, qu'on appelle la chanson de Roland, la fameuse chanson de Roland. Alors, la bataille de Roncevaux. Alors, je vais essayer de vous décrire cette bataille-là, pourquoi ça a eu lieu, puis qu'est-ce qui s'est passé dans cette bataille-là. Donc, en fait, on est en 777, okay? Donc avant la bataille. Alors, Charlemagne, donc Carolus Magnus ou Charles le Grand, reçoit l'ambassadeur du gouvernement musulman de Barcelone, Suleiman, révolté contre l'émir de Cordoue. Il dit, oh, 10 minutes, là, j'aime pas ce que l'émir de Cordoue a fait, puis il demande de l'aide des Francs pour tenir la ville de Saragosse. Bon, ce qui arrive, c'est que Saragosse, ça constitue un enjeu stratégique, militaire et économique majeur. Vous allez voir sur la carte, on va la situer tout à l'heure. Puis la cité est également un haut lieu du christianisme dans la péninsule ibérique, qui est à l'époque, l'Espagne est quasiment toute musulmane en passant. Puis donc, c'est une enclave de confession chrétienne dans un territoire alors sous domination musulmane. Donc, Charlemagne traverse les Pyrénées avec 2 armées. Alors, on va regarder, il y a une carte ici, là, vous avez l'Espagne, vous avez la France dans le haut, le royaume des Francs, ou l'Empire, à l'époque, on l'appelait l'Empire carolingien, donc à cause de Charles Martel, qui était le grand-père de Charlemagne, et non pas à cause de Charlemagne lui-même. Alors, vous avez les 2 armées qui vont traverser les Pyrénées. Bon, ben là, on va faire un petit zoom là-dessus. Alors, vous avez l'Empire carolingien qui est dominé par Charlemagne. Alors, puis les 2 armées, il y en a une qui fait ça, l'autre qui fait ça. Donc, les 2 s'en vont, puis ils s'en vont à Saragosse. Donc, ils arrivent à Saragosse et on va continuer l'histoire. Alors, ce qui se passe, c'est que Suleiman, conduit par Charlemagne ou par Charles, il arrive devant Saragosse. Mais à Saragosse, elle ou Sen refuse d'ouvrir la porte de la ville aux Francs. Charles n'est pas en mesure de mener un siège au risque d'affaiblir son armée et de risquer qu'un piège se referme sur lui. Alors, il décide alors de revenir au royaume des Francs. OK? Donc, Charles part de Saragosse et il revient. Puis il va s'arrêter à Pamplune. Parce que Charles apprend que Banu Cassi s'approprie Pamplune et agite la population. Fait qu'avant de traverser les Pyrénées, Charles revient à Pamplune et il trouve les portes closes de la ville. Là, il dit, oh là là. Fait qu'il contient, après ça, il convainc les Navaris, donc les gens de la Navarre, défenseurs de Pamplune, de ne plus obéir à Banu Cassi, puis les gens de Navarre, les Navaris, lui prêtent serment. Donc, alors, puis pour éviter cependant que Pamplune soit de nouveau ciblée par des ambitieux pour le caractère stratégique de ses défenses, ben Charlemagne fait raser les murs de la ville. Autrement dit, ben, il a tué à peu près tout le monde en ville pour, c'est un peu il a joué un peu au Poutine de l'époque. Tu sais, quelque part, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, bon, OK, on rase la ville. Là, à ce moment-là, ils me feront plus chier, et c'est ça. Alors, là, ce qui arrive, c'est que là, donc, il part de Pamplune, puis il s'en va pour traverser les Pyrénées. Il s'en va
vers Roncevaux. Alors, la bataille même, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, après avoir réduit en cendres Pampelune, la capitale du royaume de Navarre, Charles commence son retour au royaume des Francs via les Pyrénées. Là, il arrive au col d'Ibanieta et le ravin de Valcarlos, de Valcarlos, puis il subit une embuscade des natifs basques de cette région, les Basques. Okay? Les Vascons attaquent l'arrière-garde et mettent toute l'armée en grand désordre. Alors, quoique par les armes, les Francs sont supérieurs aux Vascons, ils se retrouvent inférieurs à cause de la difficulté des lieux et ce genre inaccoutumé de combat. Donc, ils n'étaient pas habitués de se faire attaquer de même par surprise. Puis, les Basques connaissent très bien le terrain. Fait qu'eux autres, pouf, 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 ils se défendent, puis ils décident donc de les attaquer carrément. Alors, il y a plusieurs hommes de la cour à qui le roi avait donné des troupes à commander qui sont tués dans ce combat-là. Puis, entre autres, le fameux Roland. Alors, les bagages sont pillés, puis l'ennemi, par sa connaissance des lieux, se dérobe tout de suite à toute poursuite. Alors, ce qui arrive, c'est que, pouf, aussitôt, les autres, une fois qu'ils ont attaqué la garde, ils ont piqué les bagages, ils s'en vont, pouf, c'est fini. Alors, ce qui arrive, c'est que Charlemagne, c'est quand même le souvenir de ce cruel échec-là. Ça a grandement obscurci dans sa joie et ses exploits en Espagne. Charlemagne, c'était le magnifique, c'était le grand, l'important, puis du coup, pouf, il se fait avoir comme ça dans une embuscade par des Basques, en fait, qui étaient, bon, un peu considérés à l'époque, un peu comme des sauvages qui habitaient dans ces régions montagneuses-là. Mais c'est ça. Fait que là, donc, ça, il n'a pas aimé ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, cette bataille-là a été relatée dans une espèce de poème épique qu'on appelle la chanson de Roland. Alors, c'est ce qu'on appelle une chanson de geste du 11e siècle. Donc, regardez, la bataille a eu lieu au 8e siècle, donc en 778. Puis là, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu, donc, cette bataille-là a été contée, racontée, etc. Puis là, ben, à un moment donné, donc, il arrive, puis il y a quelqu'un qui s'est dit, bon, ben oui, on devrait peut-être écrire ce machin-là, puis je vais écrire ça, puis je vais écrire la chanson de Roland. Donc, en fait, la chanson de Roland est attribuée à un certain Turold. Pourquoi? Parce qu'à la fin du manuscrit, c'est écrit « Si falque la geste que Turodol déclinait ». Donc, ça veut dire que ici est le geste en fait d'une chanson de geste, la chanson que Turold a déclinée dans le sens qu'il a dit. Donc, il y a plusieurs manuscrits de la chanson de Roland. Puis, celui qui est considéré comme étant le plus ancien et le plus complet, c'est le manuscrit qu'on appelle le manuscrit d'Oxford, qui date du début du 12e siècle, qui est le plus ancien et le plus complet des 9 manuscrits connus, qui est considéré par les historiens comme étant celui d'autorité qu'on dit quand on parle de la chanson de Roland, c'est parce qu'on lit. Si vous lisez la chanson de Roland, vous lisez le manuscrit en fait d'Oxford. Donc, puis ce manuscrit-là, il a été écrit en anglo-normand. Puis en fait, là, je vous dis tout de suite, là, anglo-normand, là, ça ne veut pas dire de l'anglais, OK, au départ. Okay? En fait, c'est une variante dialectique de l'ancien français, OK, la langue d'oïl, qui était parlée au Moyen Âge en Angleterre, à la cour des rois et dans l'aristocratie anglo-normande. Parce qu'il faut se rappeler que, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui ont parlé de la bataille d'Hastings en 1066 avec Guillaume le Conquérant, mais à la cour anglaise, on parlait français à l'époque. Hein. En fait, on parlait donc la langue d'oïl. La langue d'oïl était parlée dans le sud-ouest de la France. La langue d'oïl était parlée au nord. Donc, c'est de l'ancien français. Et donc, on l'appelait, en fait, plus précisément, on l'appelle l'anglo-normand. Et donc, ça a été écrit en ancien français. Moi, la version que j'ai lue, la chanson de Roland, je ne l'ai pas lue en ancien français. J'ai vu quelque chose, c'était quasi illisible pour moi, du moins. Donc, je l'ai lu en français moderne. C'était déjà assez long à lire, mais c'était quand même agréable. Et donc, il faut dire aussi qu'en pleine reconquête, en pleine reconquista en Espagne et de conquête de l'Orient, la chanson de Roland, il apparaît que la chanson de Roland a été composée pour l'évocation et le soutien aux croisades et à la guerre sainte. OK? Donc, quand on dit on va écrire ça, c'est pour donner un récit épique. Là. En parlant de cette bataille-là, la bataille de Roncevaux, dans le contexte de Roland,
mais comme c'est pas vraiment un récit complètement historique. Alors, c'est la chanson de Roland, donc ça comporte 4002 vers répartis en strophes qui sont transmises et diffusées en chant par les troubadours et jongleurs de l'époque. Là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un jongleur fait là? Il se passe des balles. À l'époque, un jongleur, c'est pas ça. Un troubadour, c'était quelqu'un qui composait des chansons, puis qui chantait souvent, mais surtout qui composait. Puis le jongleur, c'est lui qui interprétait des chansons. Mais la ligne est grise entre les deux. Fait que tu peux être troubadour ou tu peux être jongleur, mais si tu étais un très bon jongleur, tu pouvais aussi composer. Fait que finalement, c'est un peu, disons que c'est pas mal la même affaire, mais dites-vous que c'est des gens qui faisaient des chansons pour raconter des histoires. Puis, donc, la chanson de Roland, on l'a vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle s'inspire 3 siècles après de la bataille de Roncevaux. Donc, on est au 11e siècle, c'est là une bataille qui a eu lieu au 8e siècle. Dans la chanson de Roland, l'armée carolingienne, donc l'armée de Charlemagne, n'affronte pas les Vascons, OK? C'est pas les Basques. Mais plutôt, on dit que c'est les Sarrasins, c'était les morts, c'était les musulmans qui les ont attaqués. Parce que ça paraissait beaucoup mieux pour Charlemagne de s'être fait attaquer par les infidèles, en guillemets, que de se faire attaquer par une tribu basque qui habitait les Pyrénées. Tu sais, à quelque part, c'est humiliant. Fait que là, donc, ils ont comme embelli l'affaire. Puis en plus de ça, c'était une bonne façon de dire « Ah non, c'est les Sarrasins, c'est les musulmans, c'est les morts qui ont fait ça. » Donc, c'est les infidèles qui ont fait ça. Donc, c'est pour ça qu'on devrait les attaquer, on devrait avoir la reconquista, on devrait débarrasser l'Espagne des musulmans. Puis, ce qui n'était absolument pas le cas, mais bon, c'est ce qu'ils ont mis dans le récit. Alors, à l'arrière-garde de cette armée-là, il y a Roland qui tombe au combat après avoir tenté d'alarmer le reste de l'armée de Charlemagne à l'aide de son corps. C'est ce que corps, on parle ici d'une trompette, quelque chose de même. Roland, il s'est défendu jusqu'à la mort à l'aide de son épée mythique, en fait, Durandal. C'était le nom de l'épée. Si vous regardez ce qui est là ici, dans le petit dessin, là, vous voyez Roland qui appelle avec le corps le reste de l'armée avec sa fameuse épée Durandal qui est là, donc un peu la scène un peu après l'attaque des Basques. Alors, ici, j'avais, ça c'est le texte qu'il y avait dans le roman que j'ai lu. Et honnêtement, là, je me suis dit, je devrais peut-être résumer quelque chose. J'ai dit non. J'ai dit, puis je m'excuse tout de suite, là, je vais vous le lire. Parce que vous allez voir, première des choses, comment est-ce que une histoire qui s'est passée ou une bataille qui s'est passée, quand elle est racontée par un troubadour ou un jongleur, comment est-ce que la personne va chercher à embellir l'histoire, puis vous allez voir que c'est plein de fausseté historique dans ce qui est raconté là, mais ça fait quand même une belle histoire. Donc, puis quand bien entendu, quand je vais parler de Charles, on parle de Charlemagne, bien entendu, OK? Et donc, je vous lis ce texte-là, puis j'espère ne pas vous endormir. Donc, justement, ça commence par « Charles ne dort pas ». Tandis que tous ont sombré dans le sommeil autour de lui, il veille. Les soucis de sa charge le maintiennent éveillé. Il abandonne son lit et se penche à la fenêtre de sa chambre. La nuit est calme, tout dort dans le palais et, dans les ténèbres qui l'environnent, il voit se dessiner un long chemin d'étoiles qui, depuis la mer de Frise, s'enfonce dans le sud à travers ces royaumes de Germanie et de France, en passant par la Gascogne jusqu'en Ibérie. Ibérie, c'est l'Espagne. L'empereur contemple cette vision céleste et s'interroge. Il en ignore le sens. Charles est encore indécis lorsque l'aurore aux doigts roses vient chasser l'obscurité et faire disparaître sa vision. Il interroge ses conseillers, des clercs savants, experts en astronomie. Il décrit le chemin d'étoiles qu'il a aperçu, mais aucun de ces sages ne parvient à interpréter sa vision. L'empereur sent son cœur se serrer, car il n'ignore pas, au plus profond de lui, qu'il s'agit là d'un message que le ciel lui envoie. Accablé par l'angoisse, il finit par s'endormir et plonge dans un profond sommeil. C'est alors que le bon Saint Jacques lui apparaît en songe pour lui révéler le sens de sa vision.
Le chemin d'étoiles le mènera vers le lieu sacré où reposent les reliques du martyr. Elles sont aujourd'hui menacées par la race impie des Sarrasins. Charles n'a que trop tardé, il doit libérer cette terre et empêche qu'elle retombe à jamais sous le joug d'un peuple païen. Saint Jacques est apparu à l'empereur pour lui dire que le chemin d'étoiles le mènera jusqu'en Galice, sa terre qu'il délivrera des Sarrasins, et où il fera bâtir une église digne d'abriter les saintes reliques de l'apôtre. Charles se réveille et se souvient de son rêve et convoque aussitôt ses barons, qu'il rassemble son armée. Et bientôt, les voici tous armés de pied en cap, chevauchant à perdre haleine en direction du sud. Ils traversent la Gaule en toute hâte et les voici déjà sous les murs de la cité de Pampelune. Charles et ses preux se tournent alors vers l'Occident et foncent jusqu'en Galice, où l'empereur fait élever une superbe basilique sur les restes de l'apôtre. Mais les mécréants ne l'entendent pas de ses oreilles. Les Sarrasins rassemblent leurs forces et appellent à leur secours le terrible roi Agolan, un mort qui abandonne l'Afrique pour envahir l'Espagne. Telle une nuée de sauterelles, les païens ravagent tout sur leur passage et persécutent les chrétiens. Charles ne peut abandonner ses frères à leur funeste destinée. Il reprend le chemin du sud pour affronter son cruel rival. Leur armée se rencontre en un combat titanesque et le mort est vaincu. Agolan maudit le jour où il s'est décidé à quitter l'Afrique. Rempli d'angoisse, il se réfugie derrière la puissante enceinte de Pampelune. Il ne peut résister aux preux empereurs qui s'effondrent bientôt mortellement blessés. Charles conduit alors son armée à Narera, une cité défendue par un géant sarrasin aussi cruel que redoutable, nommé Peyragout. Au terme d'un combat titanesque de 3 jours, Roland, le neveu de l'empereur, parvint à l'abattre. L'armée des Francs délivre Compostelle du joug des Sarrasins. Après avoir accompli cette sainte mission, elle reprend la route du Nord et s'apprête à franchir les Pyrénées. Mais ici même, à Roncevaux, alors qu'il commande l'arrière-garde, Roland est attaqué par 2 rois sarrasins, Marsil et Baligan. Leurs troupes sont innombrables alors que le merleureux chevalier n'est entouré que de quelques compagnons. Ils se battent alors comme des lions et rendent coup pour coup, mais leur lutte est pas trop inégale. Bientôt, ils ne sont plus que 5 preux à résister aux assauts furieux des païens. Roland comprend que sa fin est proche. Il est déjà blessé à la jambe et ses forces l'abandonnent. Pourtant, il trouve encore le courage de souffler dans son olifant pour avertir son oncle de sa terrible destinée. Charles, qui est déjà arrivé dans la vallée à la tête de son armée, sent son cœur se glacer lorsqu'il entend le son du corps et reconnaît l'appel de détresse de Roland. Il veut rebrousser chemin pour porter son aide à son cher neveu, mais le traître Ganelon l'en dissuade par ses manchons subtils. Charles hésite et, lorsqu'il se décide enfin, arrive à Roncevaux et il découvre le désastre. Roland et tous ses compagnons sont morts et gisent terrassés sur le sol. Ayant accompli leur forfait, les Sarrasins ont pris la fuite. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont pu s'emparer de la fidèle Durandal que Roland a tenté de briser sur un rocher afin qu'elle ne tombe pas entre les mains des mains impies. Charles recueille pieusement l'épée et s'agenouille devant elle, les yeux baignés de larmes. D'une voix triste, il ordonne que l'on dresse ici une grande croix en l'honneur des preux qui se sont sacrifiés pour le salut de l'empereur. Cette même croix qui s'élève aujourd'hui dans le ciel de Roncevaux. Quant aux saintes reliques de son neveu, l'empereur les fait enterrer avec soin. Elles seront conservées dans l'église qu'il fera bâtir sur le théâtre de ses exploits afin que tous les pèlerins en route pour Compostelle, puissent leur adresser de ferventes prières. C'est l'extrait du manuscrit de Compostelle de Sophie Cassagne-Brouet, c'est le roman que j'ai lu. Je ne sais pas si vous êtes endormi avec ça, mais voyez un peu vous voyez qu'au départ, c'est propagandiste. Bon, vous voyez que c'est clair qu'on embellit l'histoire, puis Charlemagne, il s'est fait attaquer, comme je disais tout à l'heure, par des Sarrasins, par des musulmans, etc. Puis finalement, c'est pas de sa faute, etc. Ça, c'est le premier aspect. Mais ceux qui ont marché sur le chemin de Compostelle, vous avez entendu des noms sur la Camino française, Narera, Pampelune, Roncevaux, Saint-Jacques-Santiago. En passant, Charlemagne n'a pas bâti l'église en question. Ça s'est fait après. Mais c'est juste pour
vous voyez comment est-ce que ce récit-là embellit les choses. Mais c'est pour vous donner une idée que justement, ça nous rappelle le chemin. Puis ce troubadour-là, c'est un peu ce qu'il cherche à faire, à insuffler à l'armée, aux gens, du courage pour continuer et par par ce récit-là, de montrer un peu l'aspect un peu mythique de la chose. Alors, c'est qui Roland, en fait? En particulier. Ben, Roland, c'est, en catalan, son nom apparaît dans beaucoup de toponymies, en passant. Ben, Roland, ça peut être Rotlan ou Rutland, puis c'est un puissant géant mythique. En fait, Roland, là, donc, puis au Pays Basque, par exemple, à Tixassou, dans le département du Nord, il existe 2 lieux qui sont nommés, entre autres, les pans de Roland. Et là, vous voyez un peu ici, il y a un rocher avec un trou. En fait, c'est Roland qui aurait donné un coup d'épée pour aider à l'armée à passer. Bien entendu, comme Roland est super fort, il y a tout, justement, le rocher s'est fendu, etc. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu un personnage le plus mythique, ce Roland-là. Puis, à Sting, par exemple, lors de la fameuse bataille, le jongleur Taillefer, donc jongleur dans le sens de raconteur d'histoires et de chansons, de chansons de troubadour, le jongleur Taillefer, combattant aux côtés de Guillaume le Conquérant, aurait entonné la chanson de Roland pour galvaniser les troupes normandes. Donc, la fameuse bataille de Hastings en 66. Bon, puis, en passant, ça vaut la peine de se renseigner sur cette fameuse bataille-là. Hein. Ça a changé toute l'Angleterre de l'époque, cette fameuse bataille-là où Guillaume le Conquérant. Et ceux qui vont, entre autres, si vous visitez la Normandie, vous pouvez aller voir la fameuse tapisserie de la reine Mathilde, puis qui raconte cette bataille-là, la bataille d'Hastings en 66. Puis, juste pour vous dire comment ça a changé l'aspect de l'Angleterre, juste un petit détail comme ça, la devise de l'Angleterre, qui est un pays anglophone, donc anglais, ben c'est « honni soit qui mal y pense ». Donc, qui soit maudit celui qui pense mal. Et c'est en français, en passant. Donc, vous voyez ça un peu partout. Alors, tout au long du 11e et du 12e siècle, les troupes françaises auraient régulièrement déclamé ce chant-là avant de livrer bataille. Puis on raconte même que le roi Jean a demandé un jour à ses soldats pourquoi chanter la chanson de Roland s'il n'y a plus de Roland? Bien, il y a ce à quoi un homme aurait répondu, en fait, il y aurait encore des Rolands s'il y avait des Charlemagne. Donc, c'est quand même assez profond. Je vous invite à méditer sur cette phrase-là. Alors, pourquoi faire étape à Rongeau? Pourquoi s'arrêter à Rongeau? Bien, la première des choses, c'est pour se reposer après avoir franchi les Pyrénées. Pas bête, hein? Pour visiter le superbe monastère, et c'est vrai que c'est beau. Pour les cérémonies religieuses, parce qu'effectivement, il y a des moines, puis il y a les cérémonies religieuses pour ceux qui trouvent ça important. Pour s'imprégner de l'atmosphère de l'époque de Charlemagne, parce que vous avez quelque chose là-dedans, il y a quelque chose. Charlemagne, il est comme là. Puis pour méditer sur cette fameuse bataille, la bataille de Ronzeau, et les événements de l'époque, puis ben, pourquoi pas, pour rendre hommage au courage de Roland, qui même si ce n'était pas des musulmans, c'était des Basques, il faut dire qu'il a montré quand même beaucoup de courage dans ce périple-là. Alors, c'est ce que je voulais vous dire sur cette abbaye de Ronzeau, sur cette étape de Compostelle. Puis j'espère que ceux qui vont partir à un moment donné pour marcher de Saint-Jean-Pied-de-Port et traverser les Pyrénées, bon, vous allez peut-être pas vous arrêter à Ronzeau, mais essayez d'arrêter là. Vous allez voir, il y a quelque chose là-dedans. Puis quand vous connaissez l'histoire de ça, là, vous allez vous dire, il y a quelque chose, il y a quand même, il s'est passé de quoi ici, il s'est passé des affaires importantes, et ça l'a donné lieu à cette fameuse chanson de Roland que je vous invite aussi à lire parce que c'est un texte quand même assez bien qui nous fait rêver un peu sur ce monde médiéval
qui n'est plus là, mais que je me plais encore à aimer. Puis c'est tout. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette présentation.